bonsoir. L'actualité est abondante. Le 32e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, la publication de la liste des candidats sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs. Autant de questions qui va constituer le thème de ce magazine de ce soir, qui reçoit pour vous Monsieur Trésor Mutombo. Il est analyste politique. Bienvenue, Monsieur Mutombo. Merci beaucoup et merci à vous pour cette invitation. Analyste politique, qu'est-ce qui vous tente en politique? Je dirais que actuellement, tous les Congolais sont un peu des analystes politiques. L'actualité politique est tellement importante en ce moment précis de notre pays que tous on est tentés à partager nos analyses, on est tentés à partager ce que nous savons et ce que nous espérons de ce pays. Et puis bon, après, analyste politique, ce n'est pas quelque chose qu'on met sur une carte de visite, c'est juste qu'on partage des points de vue, des analyses et qui peuvent être appréciés de différentes manières par différentes personnes. Venons-en à l'actualité. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est de retour depuis cet après-midi. Il a participé au 32e sommet de l'Union africaine qui s'est tenu à Addis Abeba en Éthiopie. Il a eu plusieurs rencontres avec ses pairs. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce sommet? Alors, le sommet, le 32e sommet de l'Union africaine était, à mon sens, une occasion pour Félix Tshisekedi d'affirmer sa position en tant que nouveau président élu de la RDC. Il n'était pas le seul d'ailleurs, il y a le président de Madagascar qui était aussi accueilli par ses pairs. Et donc l'occasion c'était pour lui de montrer, de porter la voix de la RDC au niveau des institutions continentales, mais aussi de se faire accepter par ses pairs comme le nouveau président de la RDC. Est-ce que vous pensez que s'il a réussi son coup? Oui, largement. Parce que il n'a pas fait que de la figuration. Aujourd'hui, il revient avec un nouveau titre, de celui de deuxième vice-président de l'Union africaine. Et c'est la preuve que non seulement il a été accepté, mais aussi, entre guillemets, récompensé par ses pairs, qu'il accepte définitivement comme le président élu du Congo. Mais son adversaire, ici, ne lâche pas prise. Martin Fayulu continue à réclamer la vérité des urnes. Est-ce que vous pensez que la voie que choisit Martin Fayulu pourra aboutir à quelque chose? Je pense que le débat doit être scindé en deux. Il y a le débat en interne, ici chez nous, et le débat au niveau international. Donc, pour la question internationale, je pense que c'est réglé. C'est déjà clos. Oui, c'est clos. Maintenant, il reste la question interne. En interne, n'importe quel Congolais a le droit de revendiquer ce qu'il pense être son droit. Et Martin Fayulu est en droit de revendiquer ce qu'il veut. Mais moi, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est vraiment opportun? Ça, c'est à lui d'en décider. C'est vraiment bon. Si c'était vous, si aujourd'hui Martin Fayulu posait à M. Trésor, demandait un conseil à M. Trésor Mutombo, quelle sera votre réponse? Je pense qu'il a une bonne occasion d'aller de l'avant. Parce que on est tous clairs là-dessus. Les élections du 30 décembre 2018, je pense que tous les acteurs politiques sont unanimes là-dessus, n'étaient pas idéales. D'accord? Les choses ne se sont pas passées comme dans un monde moderne. Ça ne s'est pas passé exactement comme on le souhaiterait. Le verre, on va dire le verre est à moitié vide. Mais s'il se concentre sur le verre est à moitié vide, il va perdre l'essentiel qui est que le verre est à moitié plein. Parce que entre-temps, nous avions des objectifs à atteindre. Le Congo avait des objectifs à atteindre. La population avait des objectifs à atteindre. Le premier objectif, c'était qu'on puisse avoir l'alternance dans ce pays. Que le président qui était en place ne puisse pas suivre l'exemple des autres pays environnants qui ont essayé de changer la constitution, se maintenir au pouvoir. Et ça, c'est une victoire qui a déjà été acquise. Donc c'est un verre qui a été rempli. Ensuite, je pense qu'au niveau de la population, elle souhaitait que le camp sortant ne puisse pas briguer un autre mandat, donc un troisième mandat. Ça aussi, c'est un acquis. Il reste la troisième étape, qui était que les élections soient des élections parfaitement parfaites. Ça n'a pas été atteint, mais personnellement, je pense que dans les conditions de notre pays, 2 sur 3, c'est quand même un bon score. Est-ce que vous pensez que Félix Tshisekedi représente un changement pour la RDC?
Je pense qu'il y a une différence entre ce qu'on dit, ce qu'on proclame et ce qu'on peut faire. C'est-à-dire? Jusque-là, le camp que Félix Tshisekedi a représenté, l'UDPS, a toujours prôné le changement. Exact. Ça, c'est un acquis. Donc, depuis 40 ans qu'ils sont dans l'opposition, presque. Ils ont prôné le changement, un état de droit, un état de justice, ainsi de suite, la restauration de l'autorité de l'État. C'est des choses qui doivent nécessairement changer dans ce pays et ils ont porté ce message-là de changement. La population y a cru. Maintenant, il faut qu'ils se mettent au travail pour réaliser ce qu'il a promis. Il ne suffit pas d'avoir des intentions, il ne suffit pas d'avoir la volonté, il faut également avoir une stratégie pour atteindre ça. Sur ce plan-là, Félix Tshisekedi doit prouver sa volonté de changer les choses. Jusque-là, les premières décisions qui ont été prises ont plutôt été appréciées par la population, vont plutôt dans le bon sens. Lesquels, par exemple? Je pense à la situation qui s'est passée dans le Katanga, à l'université de Lubumbashi, où très vite la présidence a réagi, des actions ont été prises et une procédure en justice a été lancée contre les personnes qui ont été à la base de la catastrophe de la catastrophe qui s'est passée avec des étudiants qui ont été tués. Ça, c'est un point important, c'est un changement qu'on n'a pas très souvent vu durant ces dernières années, et ça, c'est une action positive. Il y a eu des manifestations qui se sont enchaînées avec à chaque fois une prise de position du président de la République, en tout cas de son cabinet, qui montre que les choses ont plus ou moins changé. Là, vous faites allusion à la grève au niveau de Transco? Au niveau de Transco, par exemple. Au-delà de ça, il y a une autre situation qui a plutôt été bien gérée, c'est la manifestation de la plateforme Lamuka, Anjil et Sainte-Thérèse, qui s'est plutôt bien déroulée. On a vu une police disciplinée et même une presse, la RTNC, c'était l'occasion de le remarquer, était présente, a pu reporter tout ce qui s'est passé de manière très professionnelle. Et ça, c'est des choses positives. Et donc, il a encore beaucoup de choses à prouver, il a encore beaucoup de choses à faire, mais les premières actions sont plutôt encourageantes. Mais certains observateurs pensent qu'il y a une sorte de deux poids, deux mesures dans la gestion des différents grognes. Le cas de Transco, par exemple, le directeur général a été directement suspendu, mais dans d'autres sociétés, entreprises publiques, le cas de la SONAS, SCTP, où on a même vu les policiers garder l'entreprise, tout ça. Oui, je crois que la situation actuelle des grognes, qu'on voit apparaître un peu par-ci par-là, elle est aussi conséquence de l'espoir généré par cette alternance au niveau de la population. Les gens se disent que les choses ont enfin changé et que c'est le moment de présenter nos desiderata, quitte à manifester, quitte à bloquer l'entreprise. Et comme le slogan de l'UDPS le disait toujours, le peuple d'abord. Donc nous, en tant que peuple, on doit se mettre en avant par rapport à nos dirigeants. Donc ça, c'est un besoin qui doit être comblé. Mais maintenant, il y a la manière dont ça doit être fait. Je pense personnellement que l'État, en tout cas dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, devrait voir comment encadrer tout ça. Parce qu'il ne faut pas que la liberté puisse déboucher sur l'anarchie. Il ne faut pas que n'importe qui se tienne avec quelques copains aux portes d'une entreprise puisse bloquer pour dire que voilà, on bloque l'entreprise. Même si les problèmes exposés sont des vrais problèmes. Concernant les autres grognes qu'il y a eu, je pense que des questions, des réponses doivent être apportées de manière individuelle. Je ne connais pas tous les dossiers dans les détails, mais ça doit être apporté au cas par cas. Mais au-delà de ça, voir de manière générale comment on arrive à encadrer toutes les grognes. Il faut peut-être canaliser tout ça au niveau des syndicats, que seuls les syndicats puissent demander ou puissent avoir l'autorisation de faire appel à des employés pour pouvoir manifester. Que par exemple, au niveau des syndicats, avant de manifester, des syndicats puissent faire appel à leurs syndiqués pour avoir l'autorisation de mener une grève, par exemple. Donc, c'est des mesures d'encadrement qui doivent être prises pour éviter que cet espoir ne puisse finalement nous étouffer nous-mêmes. Le président Tshisekedi est de retour. Qu'est-ce qu'il doit maintenant faire? Alors, je pense qu'il y a encore des institutions qui doivent être mises en place. Il y a son propre cabinet qui doit être mis en place. Il y a l'Assemblée nationale, les assemblées provinciales qui doivent valider
valider les mandats des députés. Et je crois que la prochaine étape, ça sera la désignation du Premier ministre. Bon, va-t-il passer par un informateur ou pas? Pour l'instant, on n'en sait rien, mais la désignation du Premier ministre. Et puis après, établir ensemble le programme du gouvernement. En tout cas, le Premier ministre va établir le programme du gouvernement, mais il devra nécessairement s'inspirer de la vision du chef de l'État. Au cas où les partis membres du FCC ont la majorité parlementaire, il devra travailler avec le FCC à la tête du gouvernement, quelqu'un du FCC comme Premier ministre. Mais si vous circulez dans la cité, les gens en ont marre de voir les figures, les visages qui ont travaillé avec le président Joseph Kabila. Est-ce que vous pensez que le changement aussi est lié aussi aux figures où il faudrait, on peut laisser ces anciennes personnes, mais peut-être changer des orientations? Je crois qu'on a la population, au niveau de la population, je le disais tout à l'heure, il y a des objectifs qui s'étaient fixés. Parmi ces objectifs, le plus important, c'était le changement au niveau de la tête du pays. Ça, c'était un objectif, mais comment on dit en anglais, un top-down. Après les changements des collaborateurs, on l'a vu par les élections législatives, c'était pas ça qui importait vraiment. Parce que dans l'analyse que je fais, c'est que pour la population, la première responsabilité revient au président. Exact. À partir du moment où on a un nouveau président, on a un nouveau souffle au niveau de la tête du pays, les autres institutions, les autres personnalités vont essayer de suivre sa vision. Et ça, c'est vraiment le rôle que Félix Tshisekedi devra incarner, que ça soit vraiment le rôle de celui qui encadre et qui est le garant de toutes ces institutions-là. Les personnes qui vont être en charge de l'exécution du plan, de l'exécution de sa vision, parce qu'il ne faut pas l'oublier que le Premier ministre, même s'il est de l'opposition, son programme devra s'inspirer de la vision du chef de l'État. Exact. Donc, le Premier ministre va simplement mettre en place un programme qui répond à la vision que lui a partagée avec le peuple congolais durant son élection. Et il a essayé un peu de résumer tout ça durant son investiture. Et que ça soit quelqu'un du FCC ou d'une autre plateforme, nécessairement, ça va être une réponse à la vision que lui aura partagée avec l'équipe. La problématique des nouveaux visages n'est pas fondée. Non, c'est pas qu'elle n'est pas fondée, c'est sûr qu'il y aura des changements. Mais on l'a vu, par exemple, on parlait de la police qui a été exemplaire durant la manifestation de Lamuka. Qu'est-ce qui s'est passé à la police? Rien. Il n'y a pas eu de changement énorme au niveau de la police. Et pourtant, les mêmes policiers qui, peut-être, il y a des mois, affichaient un certain comportement, avaient une certaine violence envers les manifestants, c'est tout de suite recadré elle-même. Donc, il y a une sorte de nouveau souffle, de nouvelle impulsion qui vient vraiment d'en haut. Nous sommes dans un pays, certes, structuré en termes d'institutions, mais l'influence du chef de l'État est encore très, très importante. On l'a vu, généralement, tout se passe sous l'impulsion du chef de l'État. Je ne pense pas que c'est quelque chose qui va changer d'ici là parce que les mentalités sont vraiment ancrées en nous. Donc ça va prendre du temps pour qu'il y ait vraiment cette repartition. Mais actuellement, les mentalités sont en train de changer au niveau des institutions sans qu'on ait eu à bouger énormément de personnes. On a vu à la RTNC diffuser des manifestations de l'opposition sans forcément qu'on ait eu des grands changements au niveau de la RTNC. Donc le changement de tout le monde n'est pas nécessaire, mais il faudra quand même bouger un tout petit peu. Il y a un politicien français qui l'a dit, même pour faire du neuf, on le fait avec du vieux. Donc il faut peut-être 80% du vieux et 20% du neuf. Aujourd'hui, dans le choix de ses collaborateurs, qu'est-ce que le président de la République doit éviter? Alors, ce qu'il doit éviter, c'est surtout de la complaisance. Mais ça, je pense qu'il le sait. Hein. C'est pas moi qui vais lui apprendre ça. Ça, il le sait très bien. Et les premières nominations qu'il a eu à faire semblent semblent aller dans cette direction-là. Parce qu'il privilégie avant tout la compétence de tout un chacun. Maintenant, lui, en tant que garant de tout le fonctionnement de la machine, va s'assurer que tout se passe correctement. Donc il faut mettre de côté toute forme de complaisance,
de considérations personnelles, aller d'abord sur la compétence de chacun et puis regarder le parcours, ce que les gens ont eu à faire, que ça soit en politique ou dans d'autres domaines. Hein. On n'est pas obligé de prendre que des politiciens de carrière. On n'est pas non plus obligé de prendre que des Congolais, parce que le président a la latitude de se faire accompagner des gens d'autres pays qu'il pense être compétents pour une tâche bien spécifique. Donc, c'est là où vous voulez dire simplement qu'il y a les Congolais manquent, par exemple, des compétences dans certains domaines. Pas forcément de compétences. Je pense qu'il y a des considérations qu'il faut prendre en compte. Hein. Je vous donne un cas. Allez-y. Prenons la lutte contre la corruption. Oui. D'accord ? On sait qu'elle existe dans ce pays. On sait que la corruption existe dans ce pays. Il faudra la combattre un jour ou un autre. On espère que ça sera avec ce régime. Mais des gens qui vont être chargés de lutter contre la corruption ont eux-mêmes leur propre pesanteur par rapport à la société, par rapport à leur communauté. Ce qui peut faire qu'à un moment donné, les gens puissent privilégier certaines considérations, pas forcément de corruption, mais des considérations plus ou moins personnelles par rapport à l'efficacité du travail. Il faudra des personnalités totalement indépendantes et impartiales pour pouvoir faire appliquer un programme de lutte contre la corruption. Je pense que dans ce cas-là, le président peut très bien faire appel à des personnalités étrangères qui n'ont pas d'attache personnelle avec des personnalités congolaises et qui peuvent très bien mener une politique de lutte contre la corruption efficace. Donc il y a des points sur lesquels ce n'est pas forcément une question de compétence, parce que la compétence seule ne suffit pas. Il y a également la qualité personnelle de la personne et les influences sociales que la personne peut avoir. Aujourd'hui, vous accordez quelle chance à Fachi, au président Félix Tshisekedi? Je pense qu'il a bien commencé. Il a pris des très bonnes décisions. En tout cas, pour moi, jusque-là, c'est un sans faute. Tous les actes posés jusque-là vont dans le bon sens. Il jouit actuellement de l'état de grâce, les 100 jours de son mandat. C'est un peu un état de grâce où on va tout lui permettre. Mais au bout d'un certain moment, les gens vont commencer à attendre les résultats. Et donc, s'il n'y a pas des résultats très rapidement, ça peut commencer à râler. Est-ce que vous pensez qu'il y aura aussi des résultats très, très rapidement, parce qu'on connaît dans quel état il a eu le pays? Dans quel état, c'est-à-dire? Dans quel état, sur le plan financier, le pays, à quel niveau? Est-ce qu'il a pu faire un état des lieux du pays? Oui, alors pour moi, les 100 jours, ça va être compliqué parce que déjà, il n'a pas de gouvernement. Il doit travailler avec un gouvernement sortant, à qui il a d'ailleurs demandé d'expédier que les affaires courantes. Donc les 100 jours, c'est un peu mort pour lui. Mais ce que les gens attendent, ce n'est pas forcément des résultats visibles. Ils ne veulent pas manger 3 fois par jour en 100 jours. Mais ce qu'ils veulent, c'est d'abord voir qu'il y a un changement d'approche dans la gestion publique. Et jusque-là, il a montré. Jusque-là, il a montré avec les situations qu'il a gérées, telles que j'étais en train de l'expliquer tout à l'heure. La nomination même, la désignation au niveau de l'Union africaine, c'est un signe positif que les gens apprécient parce qu'ils se disent qu'enfin les choses sont en train de changer. Donc jusque-là, c'est de l'espoir qu'il a généré. Il y a des présidents dans le monde qui ont eu des prix Nobel rien que par l'espoir qu'ils ont généré au niveau de la population. Donc pour l'instant, c'est de l'espoir qu'il a généré. Et les premières actions tentent de maintenir cet espoir-là. On espère que ça va aller au-delà de 100 jours. Et si ça ne dépendait que de vous, quelles doivent être les 5 premières actions? Alors, les 5 premières actions, pour moi, c'est très rapidement... ça, il a fait aussi au niveau de l'armée, donc remotiver les troupes. Ça c'est déjà fait. Je pense que le programme est en cours. Deuxièmement, c'est la justice. Parce qu'un pays ne peut pas se bâtir sans justice. Il faut très vite attaquer le dossier de la justice. Notre devise, nous-mêmes, en tant que Congolais, c'est justice, paix, travail. On commence d'abord par la justice, parce que la justice est gage de paix. Qu'est-ce que vous attendez réellement de la justice? De la justice, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, on parlait de la lutte contre la corruption, que les gens soient mis devant leurs responsabilités en cas de corruption, par exemple. Je parle que d'un point. Mais de manière générale, c'est que la justice soit accessible à tous. Aujourd'hui, une procédure judiciaire en RDC, c'est un vrai calvaire, surtout lorsqu'on n'a pas les moyens de le faire. Donc il faut qu'on puisse rendre la justice accessible à tous, qu'on puisse démocratiser notre justice,
de telle sorte que chaque Congolais qui veut entrer en possession de ses droits puisse le faire sans avoir à se ruiner ou à passer à gauche, à droite. Donc le chantier de la justice, je pense qu'après celui de l'armée, c'est celui de la justice. Après la justice, pour moi, c'est l'éducation. Je ne parle pas que de l'enseignement, je parle de l'éducation en règle générale. En général. Ouais. Parce que généralement, on pense que l'enseignement, c'est seulement ça qui constitue l'éducation. Et pourtant, l'éducation, ça va bien au-delà des instituts, des établissements scolaires et des universités. On peut repartir l'éducation en deux parties. Il y a ce qu'on appelle l'éducation intensive, c'est-à-dire une éducation qui réunit des gens dans une salle comme dans une classe, qui réunit des gens pour leur enseigner. C'est ce qui se passe dans les écoles. C'est de l'éducation intensive. Mais l'éducation intensive va au-delà des écoles, parce qu'à l'église, on fait exactement la même chose. L'église est un vecteur d'éducation. Les partis politiques sont des vecteurs d'éducation. Les associations sont des vecteurs d'éducation. Il faudrait très vite mettre en place un plan général d'éducation qui va non seulement mettre à contribution les écoles, mais aussi toutes les autres plateformes d'éducation intensive, notamment les églises. Les églises ont une telle influence dans nos vies ici au Congo que ce serait dommage de les laisser juste comme ça. Quand je parle des églises, ce n'est pas simplement venir prêcher la parole de Dieu, mais c'est aussi prêcher tout ce qui est civique, tout ce qui est droit et devoir d'un citoyen, mais en passant par des plateformes religieuses, parce que je crois que c'est la Bible qui dit à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. La Bible reconnaît bien l'autorité de l'État qui est séparée de l'autorité biblique, de l'autorité religieuse. Donc, l'éducation, mettre en place un plan général d'éducation, quitte à financer ces églises, quitte à financer les partis politiques, pour qu'ils soient des vecteurs d'éducation. Les partis politiques doivent enseigner à leurs militants. Aujourd'hui, jusque-là en tout cas, plusieurs partis politiques n'ont fait que mobiliser les gens à la révolte. Notamment même l'UDPS, l'UDPS l'a fait. C'est mobiliser les gens à la révolte. Il n'y a pas eu une construction idéologique, il n'y a pas eu une construction civique des membres des partis politiques. Il faut que ça commence un jour ou un autre. Il y a peut-être le PPRD qui l'a fait à l'époque où Henri Mova était secrétaire général, où il organisait des séances de formation, notamment avec sa philosophie Ubuntu. Il organisait des séances de formation avec les militants du PPRD. Ça a très vite été oublié lorsqu'il est parti, mais il faut qu'on arrive à formaliser ça et que l'État puisse financer derrière l'éducation des gens par les partis politiques, par les églises, par les ONG et toutes les plateformes d'éducation intensive. Il y a aussi l'éducation extensive, c'est celle que vous faites par les médias. Parce que les médias sont des vecteurs d'éducation aussi. Il faut trouver un moyen, en tout cas mettre en place des structures qui permettent aux médias de devenir vraiment des vecteurs d'éducation. Aujourd'hui, beaucoup de Congolais, par exemple, connaissent c'est quoi une hacienda. Simplement en regardant les telenovelas et ainsi de suite. Ils connaissent exactement ce qui se passe aux États-Unis parce qu'ils ont regardé des films américains à la télé. Ils connaissent ce qui se passe. Moi, j'ai appris beaucoup de choses sur l'histoire, par exemple, en regardant des documentaires qui passent à la télé. Les médias sont des vecteurs d'éducation. Donc, il faut que l'État puisse prendre en compte tout ce qui concerne l'éducation pour que, après, lorsque la justice fait son travail, que ça soit sur des citoyens qui ont compris leur rôle, qui ont compris leurs droits et leurs devoirs. Après, il y a d'autres actions qui peuvent être menées. En parlant... Lesquelles, par exemple? La réforme de la fonction publique, qui est quand même quelque chose de très, très important. Mais c'est ce que la fonction publique, l'actuel ministre, le ministre sortant, ici a-t-elle déjà avec le programme PRAP? En effet, il y a déjà des actions qui sont menées, mais il faut aller plus loin. Il faut que, pour moi personnellement, l'objectif final doit être de mettre en place une fonction publique de performance. C'est-à-dire? Parce qu'aujourd'hui, notre fonction publique est une fonction publique de carrière. C'est-à-dire que les gens, dès qu'il a un matricule, il se dit « ça y est, j'ai mon matricule, je peux rester à l'aise ». Il va travailler, il n'a pas d'exigence de résultats.
Il sera rémunéré quoi qu'il en soit. Le barème salarial est un barème salarial fixe pour tout le monde. Personne ne peut changer. Il y a évidemment des primes en interne qu'on attribue non pas sur la performance mais par accointance. Et ça, il faut que ça change. Donc, l'objectif final devra être qu'on ait des fonctionnaires qui sont engagés sur une période bien déterminée, avec une performance des chiffres, ce qu'on appelle en anglais des KPIs à atteindre. Et celui qui n'atteint pas, il perd son matricule de fonctionnaire, aussi simplement que ça. L'autre éventualité, c'est qu'en lisant par exemple le programme du président, il parle d'une armée, une nation, une armée, qu'il compte lever, une armée de 800 000 personnes. Ben, ce serait peut-être possible de recruter ces 800 000 personnes au niveau de la fonction publique, faire des réservistes au niveau de la fonction publique qui, pendant les périodes où on n'a pas besoin d'eux, vont travailler au niveau de la fonction publique, mais lorsque le pays a vraiment besoin de lever l'armée, ils vont être appelés par l'armée. On le voit dans plusieurs pays, notamment des pays comme Israël, comme Singapour, où des gens, des fonctionnaires, sont des militaires en fait. Ce sont des gens qui ont une formation militaire, qui ont un recyclage chaque année qui passe 2-3 semaines avec les forces militaires pour garder un certain niveau, mais après reviennent dans la vie courante. Et le jour où l'armée a vraiment besoin de lever des hommes pour une attaque ou quoi que ce soit, ou pour une catastrophe naturelle, on fait appel à ces réservistes-là. Parmi les premières décisions prises par l'actuel chef de l'État, c'est la nomination de Vital Kamerhe comme directeur de cabinet. Est-ce que vous ne pensez pas que le directeur du cabinet va essayer de... Il aura la hauteur par rapport à son chef, il va l'étouffer, vous ne pensez pas? Ce qui est vrai, c'est que Vital Kamerhe, c'est quelqu'un de très influent, déjà par sa personnalité, par sa base. Il a une base plus ou moins conséquente dans le pays. L'UNC est un grand parti. On l'a vu lors des législatives, c'est le meilleur élu du pays. Donc en tant que personnalité, c'est quelqu'un qui a une certaine personnalité et qui est très important. Mais là, je crois qu'il est dans un cadre professionnel avec le président de la République. Il va peut-être lui apporter l'expérience des institutions actuelles, comment la vie politique de l'intérieur se passe, parce qu'il en a fait partie. Mais je crois que ça va principalement se limiter à ça. Et sa nomination, pour moi, personnellement, quand j'analyse sa nomination, c'est beaucoup plus c'est un signe que pour le président de la République, le poste de Premier ministre, c'est mort. Il n'a pas l'intention, je suppose, il n'a pas l'intention de débaucher. Il se dit, bon, vu que je ne vais pas mettre un Premier ministre de ma plateforme, je ne vais pas mettre, comme les accords l'indiquaient, Vital Kamerhe, je préfère lui donner un poste où il a directement affaire à moi. C'est ainsi qu'il est Premier ministre. C'est ainsi qu'il est directeur de cabinet. Il aurait pu être conseiller spécial aussi, parce que le conseiller spécial, il a une relation directe avec le président de la République. Il a préféré le poste de directeur de cabinet, c'est pas plus mal. Nous allons aborder le point relatif à l'élection des sénateurs et gouverneurs des provinces. Quel profil pour les gouverneurs dans nos provinces? Parce que vous savez, Kinshasa, comment elle a été gérée. L'insalubrité, si vous circulez toute la République, il y a eu des problèmes entre le gouverneur et les assemblées provinciales. Et aujourd'hui, quelle est la solution? Quel profil pour les gouverneurs? Je crois fermement que le gouverneur dépend des députés provinciaux. Exact. Il est à l'image des députés provinciaux. Il ne dépend pas qu'en termes de vote, mais aussi en termes d'image. Le gouverneur, un gouverneur de province, est l'image de l'Assemblée provinciale. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je veux simplement dire que sur la législation, sur la législature passée, on ne doit pas que jeter la pierre sur Kimbuta, sur la ville de Kinshasa notamment. On ne doit pas jeter la pierre que sur Kimbuta, parce que Kimbuta n'est que l'image, n'est que l'émanation de son Assemblée provinciale. Donc s'il y a une pierre à jeter, c'est même plus aux députés provinciaux qu'au gouverneur qui n'est qu'une image. Actuellement, je ne connais pas très bien la composition de l'Assemblée provinciale, mais je suis persuadé qu'elle ne va pas nous sortir quelqu'un qui ne lui ressemble pas. Donc, ça sera forcément quelqu'un qui va
qui va ressembler ou qui sera à l'image de cette assemblée-là. Si c'est une assemblée qui croit en la compétence, si c'est une assemblée des gens compétents, des gens qui pensent que Kinshasa vaut mieux que ça, ils voteront un gouverneur qui vaudra mieux que ça. Cela vaut également pour toutes les provinces. Cela vaut pour toutes les provinces. Pour le cas, on parlait de Kinshasa. Si c'est une assemblée qui pense que Kinshasa vaut mieux que ça, elle votera un gouverneur qui vaudra mieux que ça. Si c'est une assemblée qui pense que Kinshasa doit être dans la continuité de ce que faisait Kimbuta, elle votera un gouverneur en conséquence. Donc il ne faut pas qu'on soit concentré sur les gouverneurs. Non, je pense qu'on doit être concentré sur les députés provinciaux. Malheureusement, ce qu'on entend dans la ville, jusque-là, c'est même pas une question de programme, c'est même pas une question de compétence, c'est une question d'argent. Et ça, c'est vraiment dramatique. Il faut que très vite, on se rende compte que si on va sur l'argent, l'argent n'est pas une fin en soi. Il y a des gens qui ont eu énormément d'argent. Après, on les a vus dans la ville. Raison pour laquelle certains observateurs pensent qu'il faudrait que le gouverneur soit élu directement par la population. Êtes-vous de cet avis? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que ça sera une solution. Je ne pense pas Et la solution, c'est quoi exact? Parce que vous venez de dire que la plupart des gouverneurs sont élus parce qu'ils ont soudoyé les députés provinciaux. Je ne pense pas que ça sera une solution. Pourquoi? La solution, c'est quoi alors? Pourquoi d'abord, ce n'est pas une solution? Parce que personnellement, j'ai observé les élections du 30 décembre 2018 et on voit un peu ce qui se dit dans la presse, dans la ville. Il y a eu beaucoup d'élus qui n'en étaient pas, en fait, qui n'étaient pas réellement élus. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées au niveau de la compilation. Ça a totalement échappé au contrôle. Je ne veux pas dire qu'il y a eu une collusion, mais je pense qu'il y a eu un manque de contrôle de la CENI. Ça a totalement échappé au contrôle de la CENI, à tel point qu'on est obligé d'avoir aujourd'hui des députés, peut-être qui n'avaient pas été élus. Donner cette chance-là à un gouverneur, c'est peut-être même plus grave. Parce qu'un élu, lorsque la personne est élue par le souverain primaire, il est très difficile de lui faire perdre ce mandat. Un député, par exemple, à moins que lui et tous ses trois suppléants, tous ces deux suppléants ne meurent ou qu'il y ait quelque chose de très grave, un député ne perd jamais son mandat. Il va le garder. Si c'est lui, si c'est pour une situation, une action en justice qu'il est écarté, on va l'écarter lui, mais on va prendre son suppléant. C'est-à-dire, c'est un mandat qui a été donné par le souverain primaire. Si on donne pour une durée bien déterminée. Pour une durée bien déterminée. Appliquer ça aux gouverneurs, ça voudra dire que les gouverneurs seront là, même si ils ne sont pas arrivés par la bonne porte. Même si derrière, les élections étaient catastrophiques comme on les a vues le 30 décembre 2018. Ça, c'est peut-être plus grave. La solution pour moi, ce serait de mettre simplement les députés devant leurs propres responsabilités. C'est-à-dire arrêter avec le bulletin caché, le vote secret. Pourquoi est-ce que les députés doivent voter des gouverneurs par vote secret? Et là, vous allez à l'encontre même de la loi électorale si on fait ça. Non, je ne pense pas que la loi électorale, la loi électorale impose ça, parce que la Constitution ne l'impose pas. Je pense que c'est plutôt un règlement intérieur. Pour moi, que ce soit le vote des gouverneurs, que ce soit le vote des motions, ça doit se faire à main levée. Il faut que les électeurs sachent qui a voté quoi, pourquoi. Après, ce sont nos élus, ce sont nos représentants. Nous allons leur poser des questions. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, ils devront devoir nous expliquer pourquoi. Donc, plus question des mots d'ordre dans... Non, mais après, les mots d'ordre existent. Les mots d'ordre existent et en votant à main levée, la personne assume le mot d'ordre. Il dit, je fais partie d'une plateforme, le mot d'ordre est celui-ci et nous devons aller dans ce sens-là. Au moins, la population sait que cette plateforme-là donne un mot d'ordre qui va dans ce sens. Il ne faut pas que l'action des députés soit totalement floutée. La population ne sait pas ce que les députés sont en train de faire et commence à s'imaginer qui a fait quoi, qui a donné à qui. Aujourd'hui, Kimbuta est resté, le gouverneur, qui est toujours gouverneur, Kimbuta est resté gouverneur de la ville pendant 12 ans, alors que la ville est en train de tomber en lambeaux. Mais on ne sait pas qui blâmer en ce moment. On ne sait pas qui est responsable de cette situation. Il faut qu'on sache exactement
qui a voté pour lui, qui a bloqué les motions le concernant, ainsi de suite, et que ces gens-là, qui sont eux nos élus, nous expliquent pourquoi. Il faut que les élus commencent à s'assumer. Donc, pas question des votes secrets, il faudrait à main levée, c'est ça la solution. Si on veut de la transparence dans le vote, il faut que tout le monde, que la population puisse savoir qui fait quoi. Aujourd'hui, Kinshasa, Lualaba, Kasaï central, Kasaï a besoin de quel type de gouverneur? Des gouverneurs qui vont passer le temps à se battre avec l'Assemblée provinciale, des gouverneurs qui seront tout le temps en voyage à l'extérieur de leur province. Aujourd'hui, nos provinces ont besoin de quel type de gouverneurs? Définitivement pas des gouverneurs qui se battent avec leur assemblée provinciale. Et ça, d'ailleurs, vous faites bien de le mentionner, parce que ça serait aussi bien d'interpeller les députés là-dessus. Il y a sans doute des députés qui se disent, bon, c'est une question d'argent, on le met là, le jour où il commence à faire des chichis, on va l'écarter. Mais écarter un gouverneur, on l'a vu durant les dernières années, n'est pas nécessairement chose facile. Il y a des gouverneurs qui ont eu raison de leur assemblée et en cas de confrontation, d'affrontement entre un gouverneur et son assemblée, le président de la République doit trancher et généralement, il tranche contre l'assemblée. Généralement, il va dissoudre l'assemblée provinciale. C'est ce que prévoit la loi, c'est de dissoudre l'assemblée provinciale pour qu'il y ait des nouvelles élections. Donc des élus risquent de perdre leur siège simplement parce qu'un jour, ils ont privilégié leur ventre, ils ont privilégié leur compte bancaire. Donc c'est très important de le souligner. C'est un point qui doit pousser les élus actuels à bien faire le choix de qui va diriger leur province. Concernant le profil du bon gouverneur, je pense que ça doit être quelqu'un qui connaît d'abord les problèmes de sa province. Donc nécessairement quelqu'un qui y vit ou qui y a vécu pendant les dernières années, qui partage les difficultés de cette province et quelqu'un qui semble avoir, en tout cas parce que je dis semble avoir parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer, mais quelqu'un qui semble avoir les réponses adéquates à la gestion de cette province-là. Une province comme celle de Kinshasa, c'est quand même 12 millions d'habitants, c'est 12 millions de Congolais, c'est, on va dire entre guillemets, la province phare parce que c'est celle qui C'est le abrite, miroir même de... Oui, exactement, c'est celle qui abrite les institutions de la République. Il faut que ça soit quelqu'un qui ait suffisamment d'idées pour pouvoir gérer 12 millions de personnes dans un espace aussi réduit. Les problèmes sont énormes, des problèmes de salubrité, d'hygiène, des problèmes de routes, de logement. Kinshasa est aujourd'hui la ville la plus chère d'Afrique. On a dépassé Luanda, qui nous a toujours précédés. Aujourd'hui, le dernier classement, Kinshasa est la ville la plus chère d'Afrique. Tout ça, c'est des problèmes. C'est des problèmes pour la population. Il faut de l'idée, il faut de l'intelligence pour répondre à ça. Et c'est ça qu'on doit rechercher. Vous êtes entrepreneur. Dans votre secteur, vous attendez quoi exactement du nouveau président de la République? Bon, notre secteur n'est pas tellement régi ou dirigé par le président de la République. Ça se passe au niveau de la province, hein, le secteur de la communication. À Kinshasa, dans la province de Kinshasa, il y a un organisme, une institution qui gère, moi je suis dans la communication, dans la publicité, qui gère la communication et la publicité. Donc s'il y a des actions à mener, c'est au niveau de la province. Je pense que dans notre domaine, c'est essayer d'encadrer. Il y a, je veux dire, un tel foutoir en ce moment en matière de communication. N'importe qui peut se permettre de faire n'importe quoi, de véhiculer n'importe quoi, et cela finit par abaisser tout le niveau de tout le monde, que ce soit les chaînes de télé, tous les médias, nous-mêmes les agences de communication, la population elle-même. Je l'ai dit tout à l'heure, les médias, c'est un vecteur d'éducation. Exact. Donc lorsque les médias ne sont pas suffisamment outillés pour ce travail-là, c'est l'éducation nationale. Qu'est-ce qu'il faut concrètement là, pour qu'il y ait changement dans ce secteur? Bon, je pense Parce qu'il y a trop d'abus, vous venez de le dire. Oui. Non, il faut légiférer. Hein. Je vous donne des exemples. Au niveau, on parlait des médias, il y a cette grogne notamment qui vous touche aussi au niveau de Télé 50 et on a annoncé, je crois, une autre chaîne où les agents s'apprêtent à faire la grogne. Il faut légiférer de telle sorte qu'on puisse protéger chaque secteur qui agit dans un domaine bien précis. Moi, je suis dans la communication, d'accord ?
Je ne comprends pas pourquoi est-ce que des gens qui ne sont pas du domaine, qui n'ont pas des agences, me bypassent pour faire mon travail à ma place. Par exemple, là, les médias, prenons le cas des médias. Vous êtes un média commercial, c'est-à-dire votre modèle, votre business model est rentabilisé par la publicité. Vous avez des médias confessionnels qui sont des médias communautaires qui, selon la loi, ne doivent pas communiquer, donc faire de la publicité, qui font de la publicité et qui vous ravissent des clients, qui vous prennent du budget. Ça, c'est un problème. La loi ne le permet pas, mais il y a des gens qui se permettent de le faire. Simplement parce que, soit, il n'y a pas suffisamment de cadre juridique, ou soit, le cadre juridique n'est pas respecté. Il n'y a pas de contrôle derrière. Donc, tout ce que nous demandons, c'est que derrière, on puisse avoir un contrôle, qu'on puisse encadrer le secteur, de telle sorte que ça puisse évoluer d'une manière ou d'une autre. Dans ces secteurs, la RDC peut occuper quelle place dans le secteur de la communication? Prenons le cas de l'Afrique centrale, par exemple. Non, je ne pense pas qu'il y ait de classement en tant que tel. Je ne saurais pas répondre à cette question parce qu'il n'y a pas de classement. La communication, c'est le reflet de la société. Nous ne faisons que refléter ce qui se passe dans notre société. Alors, est-ce qu'il y a des sociétés qui sont mieux que d'autres? Je ne pense pas. Pour parler d'un cas plus précis, par exemple de l'achat d'espaces médias, donc du coût publicitaire, je pense qu'on est largement en bas. On a des publicités qui coûtent extrêmement moins cher par rapport à d'autres marchés. On a un paysage qui est totalement éclaté. Kinshasa a énormément de chaînes qui diffusent en clair. Comme je l'ai dit, toutes les chaînes font de la publicité et ça finit par abaisser le niveau général des autres chaînes. Donc, il n'y a pas de classement en tant que tel, mais nous devons nous fixer nos propres objectifs à atteindre. Et ces objectifs-là doivent être fixés durant les prochaines années. Revenons en politique. Est-ce que ça vous tente un jour de faire la politique? Alors, pour être franc, ça m'a déjà tenté. Oui. Je vous mentirais en disant que ça ne m'a pas tenté. Lorsque vous regardez la situation de notre pays, lorsque vous regardez, on va parler de la situation de Kinshasa, mais aussi la situation du pays en général, on est tous tentés de se poser des questions. On se dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ça ne marche pas? Et comment on peut faire pour que les choses changent? Et dès qu'on commence à se poser des questions sur le comment, on est tenté d'agir, on est tenté de faire de la politique. Mais personnellement, je suis convaincu que la politique n'est pas le seul moyen pour aider son pays, pour aider sa ville. Donc moi, je continue dans mon domaine, mais on ne sait jamais ce que l'avenir peut nous réserver. Au cas où ça arrivait, vous serez à l'aise dans quel terrain? Bon, moi je suis dans la communication, donc c'est mon Quel premier... poste qui va vous attirer? Président de la République? Bon, déjà, je ne suis pas Premier ministre? demandeur, hein, il faut... Là, on le sait. Je ne suis pas demandeur. Donc, je ne pourrais pas vous dire dans quel poste, mais mon domaine, c'est la communication. J'ai une formation d'économiste, marketing. Donc, tout ce qui touche à ce secteur-là, c'est mon terrain de jeu. De prédilection. Donc, de prédilection. Je serai plus efficace dans tout ce qui touche à la communication. Mais, encore une fois, aujourd'hui, nous avons un changement au niveau des entrepreneurs. On espère que ça va nous permettre d'aller de l'avant et de changer totalement la face, le climat. Comment vous voyez la RDC 5 ans après? On a la capacité, la RDC a la capacité d'être la Chine. En fait, la RDC a le potentiel de la Chine. Pendant des années, la Chine a été le géant qui dormait dans l'Asie de l'Est. Tous les autres pays avoisinants étaient en train de se réveiller après les indépendances. Singapour, Malaisie, Indonésie et les autres. La Chine dormait. La Chine a passé des décennies très difficiles. Jusqu'à ce qu'un jour, les Chinois décident de faire les choses autrement, notamment avec Deng Xiaoping, qui finalement va lancer des réformes importantes en Chine. Et dès que la Chine s'est réveillée, mais elle a bousculé non seulement l'Asie, elle a bousculé le monde. Je pense que le Congo a le même potentiel que la Chine. Le Congo est un géant qui dort. Le Congo a un potentiel énorme. Nous avons passé ces 50-60 dernières années à dormir, à faire des choses à l'envers. Le jour où nous allons décider, si c'est pendant ces 5 prochaines années, on aura à fructifier ce potentiel, mais de manière exponentielle. Parce que nous l'avons vraiment. Merci, Monsieur Trésor Mutombo, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie.
Merci à vous également, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, certainement avec un nouvel invité. Au revoir.